Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka, Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nanzambe oh. Bamamana este bobatelama Nanzambe oh. Akuna na yeturi bobatelama Nanzambe Nalelio Beni Masisi Kashaba motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe le Jene Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui 16 octobre 2025. Je suis de retour chez vous et comme toujours, pour partager avec vous les informations essentielles de la RDC. Je vous ai dit que notre émission pourra peut-être varier selon les temps. Ça sera désormais, nous faisons un effort pour que ça soit à 19h juste, heure de Kinshasa. C'est-à-dire que nous sommes presque 19h, heure de Kinshasa, et nous n'avons qu'une heure pour vous laisser les informations essentielles. Alors, je pense que vous allez très bien partout où vous êtes, et je ne sais pas, vous me suivez depuis quelle ville du monde. J'ai toujours aimé que vous commentez l'engaï, Sangaï, Honoré, salut depuis peut-être Brazzaville, salut depuis Kafouba dans les territoires de Kazumba par exemple, depuis Chitadi, Bana Chitadi, je pense à vous. Alors, c'est bien de me faire signe comme ça. Je pense que ça va être une très bonne chose. Alors, le sujet est très important. Nous l'avons intitulé les dessous des cartes ou les non-dits ou l'autre vérité sur ce qui s'est passé sur la messe qui vient de se terminer à Nairobi hier. Et là, sur cette photo, je vois le président de la République avec un sourire propre. Ah non, ça, un sourire qui provoque
un sourire qui est... Joseph Kabila en colère. Hein? Il est en colère à la minute, alors que Félix Tshisekedi est en train... moi, sourire, il y a assez. Vous allez peut-être me donner votre explication. Comment vous comprenez cette photo ou ces deux images? Nous allons en parler. Alors, quand je dis nous allons en parler, je fais allusion ici à celui que vous avez toujours réclamé, mais nous n'avons toujours pas eu la chance de mettre la main sur lui. Aujourd'hui, par contre, nous l'avons. Et les journalistes d'investigation que vous connaissez, que vous aimez beaucoup lire dans ses écrits, il s'agit d'Éric Mwamba du Grand Journal. Éric Mwamba est avec nous depuis l'Australie. Éric Mwamba, bienvenue. Merci de nous faire cet honneur aujourd'hui et participer dans cette émission. Bonjour Rachka et bonjour à toute la communauté. Merci. Aujourd'hui, ça va chauffer. Je sais que ça va chauffer puisque, Éric, vous avez toujours fait des analyses debout, des analyses objectives sur la situation de la RDC et surtout, parlons de la région de Grand Lac. Et nous pouvons lire ce matin, depuis hier, depuis cette semaine, sur, entre autres, un Tshisekedi qui est spécialiste dans la communication. Aujourd'hui, les grands journaux pour lesquels vous êtes éditeur principal, éditeur général, et il parle de ce qui s'est passé, la petite messe, je ne sais pas si elle est petite ou grande, de ce qui s'est passé à Nairobi. Et là, vous avez parlé aussi de ça. C'est encore en train de sortir. Grand journal, et vous dites ici, parler avec éloquence, 5 secrets oratoires de Félix Tshisekedi. Nous allons passer en revue toute l'actualité en commençant par la messe d'hier à Nairobi et nous allons continuer avec l'essence des communications de Félix Tshisekedi. Il y a aussi la question du deal qui était signé hier entre les investisseurs américains avec la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la situation au niveau de la région de Grand Lac. Félix Tshisekedi a improvisé un discours lors du forum en Belgique. Beaucoup de sujets. Éric, par où nous allons commencer? Commençons par les commencements, s'il faut que je le dise. C'est la réunion d'hier à Nairobi. Un nouveau-né dans l'espace politique congolais qui s'appelle Sauvons la RDC, dont le chef a été choisi même, c'est Joseph Kabila Kabange. Ça vous a surpris ou vous vous attendiez à ces résultats à Nairobi hier? Vous avez la parole, Éric. Bon, moi, j'aurais voulu que notre émission, si le chapitre concernant le Nairobi, que nous intitulions ça la débâcle de Nairobi. C'est comme ça que j'aurais... Débâcle de Nairobi. Oui, j'aurais voulu reformuler comme ça, puisque Nairobi a été annoncé comme étant le conclave des opposants. C'est comme ça que ça a été annoncé, organisé par Joseph Kabila, qui convoque, hein, c'est comme ça que ça a été présenté dans les médias en RDC, Joseph Kabila convoque ou invite les opposants au régime de Félix Tshisekedi à Nairobi. Mais ce que moi j'ai vu à Nairobi, il n'y avait pas d'opposants. C'est pour cela que je parle de débâcle de Nairobi. Non, mais attends, Éric, on y va petit à petit. Il n'y avait pas d'opposants, il y avait qui? D'abord, il faut d'abord dire pourquoi Nairobi, puisque ce n'est pas la première fois que Joseph Kabila se rencontre, organise des conciliabules. Il était en Namibie, en Afrique du Sud, en Éthiopie. Maintenant, pourquoi Nairobi? Donc, il faut d'abord commencer par là. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que les Kenyans essayent de présenter l'image d'un pays neutre, donc une fausse neutralité. N'oubliez pas que c'est à Nairobi qu'est né l'AFC, c'est à Nairobi. Donc depuis qu'il y a d'abord l'époque de Uhuru Kenyatta, c'est Félix Tshisekedi qui a ouvert le bal de Nairobi, puisque Félix Tshisekedi est un grand ami à Uhuru Kenyatta, l'ancien président. C'est comme ça que après l'aventure de Genève, il a amené Vital Kamerhe à Nairobi et c'est là où ils ont signé
l'accord de Cash, la naissance de Cash. Cash est né là-bas. Ouais. Et quand Ouais. Ruto arrive au pouvoir, Ruto, il est de la lignée de Nilotic, de Tutsi. Il est de la lignée de Tutsi, comme Thabo Mbeki, Paul Kagame, Ouais. Museveni et Ruto. Il est de cette lignée-là. Alors, ils prennent la revanche, ils créent, Nairobi devient la plaque tournante d'intrigue, devient la plaque tournante des complots ourdis contre la RDC. Donc, l'AFC est né à Nairobi et maintenant, pourquoi Kabila il va encore à Nairobi? C'est Nairobi, le Kenya essaye de montrer que non, c'est un pays démocratique, c'est un pays neutre. Et il y a la présence massive des diplomates là-bas. C'est pour cette raison-là qu'ils vont à Nairobi. Maintenant, pourquoi je parle de la débâcle? Je parle de la débâcle parce qu'il n'y avait pas d'opposants. Autour de Joseph Kabila, il n'y avait pas d'opposants. Prenons d'abord la forme. Comment ça s'est passé au niveau de la forme? C'est-à-dire, il y avait une salle où tous ces gens-là étaient déjà dans cette salle et qui attendaient leur chef. Puisque quand on parle d'opposants, quand vous regardez les réunions des hommes politiques, membres d'un collectif ou d'une coalition, ils sont tous, ils ont le même statut, c'est-à-dire ils sont sur le même pied. Et je dois signaler ici que tous ceux qui ont, que nous avons vus dans la salle, a signé la charte du FCC. Donc, nous l'avons qualifié. On va y arriver. Ça, oui, c'est le fond. Ça, c'est le fond. Oui. On est encore dans la forme, HK. Dans la forme, c'est-à-dire, vous avez des élèves dans la salle qui attendent leur maître. Donc, ce ne sont pas les opposants puisque les opposants, chaque opposant a une identité. C'est-à-dire, il a un parti politique ou bien il est à la tête d'une coalition, d'un ensemble de partis politiques. Chacun garde son identité, chacun garde son indépendance. Ils se réunissent pour une cause quelconque. C'est comme ça et chaque leader est considéré comme tel, au même pied d'égalité, s'il faut le dire ainsi. Mais ce que moi j'ai vu à Nairobi, c'est qu'il y avait des élèves dans la salle qui attendaient que les chefs arrivent, qui attendaient que les leaders arrivent. Et quand Joseph Kabila arrive, tout le monde se met debout. Donc, le chef est arrivé. Et puis, il leur dit de s'asseoir. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est la forme. Oui. Ah oui, ça, c'est très important. Oui. Et parmi ces gens qui étaient dans la salle, je les ai groupés en deux catégories. D'un côté, vous avez des nostalgiques, c'est-à-dire des kabilistes nostalgiques, qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, qui sont incapables puisque Joseph Kabila a fini ses 2 mandats constitutionnels, il est protégé par une loi, toute une loi, la loi qui protège les anciens présidents de la République élus. Et à ce titre-là, Joseph Kabila n'a plus le droit d'être dans l'arène politique active. Donc, il n'a plus le droit, au terme de la loi, de faire la politique active. Il ne peut pas être un opposant. Donc, vous avez les kabilistes, hein, ceux qui se disent kabilistes, encore qu'il faut un jour qu'on fasse une émission pour analyser si le kabilisme existe ou pas, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous avez d'un côté ces nostalgiques-là qui réfléchissent dans le passé, qui pensent qu'il faut que... tu vois, c'est comme un enfant dont le père est mort ou soit le père a abandonné la famille, qui dit non, quand notre papa était là, on mangeait, on était bien, on vivait dans une belle maison, on ne mourait pas de faim, etc. Donc, l'enfant, le grand enfant qui est incapable de réfléchir par lui-même. Les nostalgiques qui pensent que Joseph Kabila, le Congo lui appartient, c'est lui qui doit être le président à vie, un peu comme à l'époque du roi Léopold II. Ça, c'est le premier groupe de gens qui étaient dans la salle, les nostalgiques. Le deuxième groupe, ce sont les suiveurs. Donc, ce sont des gens qui étaient, à l'époque de Joseph Kabila, qui ne représentaient rien, parmi lesquels même, il y en a qui étaient en prison, comme les Franck Diongo, qui n'ont pas bénéficié du régime de Joseph Kabila, comme les Seth Kikuni. Ça, c'est le groupe des suiveurs. Donc,
à partir du moment où il y a ces deux groupes-là, les nostalgiques et les suiveurs, moi je considère qu'il n'y avait pas d'opposants en Nairobi. Ok. Il n'y avait pas d'opposants à Nairobi et il y avait des suiveurs et des nostalgiques. Ouais. Alors, évoluons. Pourquoi? Puisque Moïse Katumbi n'était pas là, Martin Fayulu n'était pas là, Denis Mukwege n'était pas là. Parlons-en. Est-ce que vous pensez que, puisque nous parlons aujourd'hui de tous les non-dits autour de cette messe, est-ce que vous pensez que Katumbi s'est séparé de Kabila, puisque j'apprends qu'il y aurait cette division entre Kabila et Katumbi, puisque la raison évoquée par les katumbistes, Kabila veut s'accaparer de la situation de l'opposition. Il est en même temps l'opposant, leader des opposants armés. Il veut en même temps être leader des opposants non armés. Et Katumbi dit, je ne suis pas d'accord. Ça, ce sont les non-dits. Est-ce que vous êtes aussi sûr que l'absence de Katumbi à Nairobi est synonyme de cette division dont Thomas parlait, ou en fait, vous croyez à autre chose? En fait, Katumbi, Fayulu, Mukwege n'étaient pas à Nairobi puisqu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que Joseph Kabila. Donc, ils ne partagent pas les mêmes intérêts. Chacun de ces leaders a des intérêts opposés ou divergents à ceux de l'autre. Par conséquent, il y a cet éclatement de l'opposition. Rappelez-vous, Étienne Tshisekedi avait prophétisé que l'UDPS au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Donc, il y a cet éclatement de l'opposition en RDC, tout simplement puisque chacun a des intérêts divergents. Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires, c'est un commerçant qui veut utiliser la politique pour faire les affaires. Alors, avec le contexte actuel, suivre Kabila ne lui permettra pas de faire ses affaires. Par conséquent, il ne peut pas suivre Kabila ou il ne peut pas accepter que Kabila soit dans son entourage. Martin Fayulu, c'est pour cette raison que Katumbi n'était pas là. Martin Fayulu est toujours obnubilé par cette sorte de légitimité de 2018, c'est-à-dire le président élu de 2018, est toujours hanté par cette victoire imaginaire et par conséquent, il ne peut pas suivre Joseph Kabila. Voir Kabila, voir dans cette salle Kabila entrer et tous les soi-disant opposants se mettre debout, Martin Fayulu aussi se mettre debout. Je pense que c'est pourquoi ça n'a pas tenu avec Martin Fayulu. Il ne peut pas faire ça. Et Denis Mukwege, c'est une espèce d'autorité autorité morale, intellectuelle, prix Nobel de la paix, qui a fait le nom grâce aux victimes ou à cause, c'est selon, des victimes de cette même guerre, de M23, de CNDP. Par conséquent, il ne peut pas suivre Joseph Kabila. D'où Joseph Kabila ne peut être entouré que d'un côté par les nostalgiques et de l'autre par les suiveurs. Il n'y a pas d'opposant. Une très bonne analyse. Là, nous étions sur le plan forme. Est-ce que nous pouvons aller sur le plan fond de matière traitée sur le plan du fond, c'est-à-dire il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu la réflexion sur l'alternative, puisque si vous critiquez le régime en place, vous critiquez Félix Tshisekedi et son régime, en les accablant de tous les péchés d'Israël, il faut maintenant apporter une nouvelle offre politique. Il faut apporter une alternative pour une nouvelle gouvernance. Par conséquent, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de synthèse et la possibilité de présenter une nouvelle offre politique à la population congolaise. À la place, il y a eu ce que je peux moi qualifier d'adoubement, c'est-à-dire Joseph Kabila a été adoubé par les nostalgiques et les suiveurs en signant, en acceptant les 12 points que lui, il nous avait déjà présentés dans une de ses tribunes. Donc, par conséquent, sur le plan de fond, aussi, il n'y a pas eu un travail, puisque normalement, ce qui se passe,
c'est qu'il y a d'abord les experts, puisque j'ai dit d'abord les opposants ou soit les leaders politiques, ils ont chacun une identité. Alors, ce qui devrait se passer normalement, si c'était un véritable travail d'opposition, les différents experts des différents partis politiques, donc les délégués de chaque leader devraient se réunir, faire un travail de fond, préparer le projet, le nouveau projet de société, le préparer et attendre que les leaders arrivent pour la signature et puis rendre public la nouvelle offre politique. Mais ce qu'on nous a présenté, ce sont les 12 points de Joseph Kabila qu'on connaissait déjà. Donc, ils ont consacré Joseph Kabila comme une sorte de penseur politique. Donc, une sorte d'autorité morale pour tous les groupes de ces individus qui étaient dans la salle. Et c'est comme ça que nous disons que c'était du débâcle ou du fiasco. Mais ils ont ajouté un 13e point, très important. Ils ont exigé les dialogues. Vous n'avez pas suivi peut-être ça. Ils ont exigé, outre tout ce qu'ils ont qualifié, Tshisekedi, de mauvaise gouvernance, des tribalistes et tout, la solution ou la réponse à tout ça, c'est les dialogues. Et là, tout le monde était un peu inquiet. Eric, quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensez que les suiveurs et les accompagnateurs nostalgiques, ils ont trouvé une bonne réponse à la crise qu'ils traitent aujourd'hui, la situation, qu'il y a une crise en RDC, et pour résoudre cette crise de mauvaise gouvernance de Tshisekedi, il faut lui demander un dialogue. Est-ce qu'ils ont bien pensé? Là, c'est encore un fiasco de leur part, tout simplement, puisque la crise qui sévit en RDC n'est pas interne, n'est pas une crise interne. C'est une agression, c'est-à-dire la RDC est agressée par une puissance étrangère, par un pays étranger. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et il y a eu l'accord de Washington. L'accord de Washington est appelé accord de paix, c'est-à-dire quand deux États, deux pays signent un accord de paix, ça veut dire que ces pays-là sont en conflit armé. On signe les accords de paix en droit international que lorsque deux pays, donc les armées de deux pays s'affrontent. Et c'est ce qui est arrivé à Washington. Par conséquent, faire un dialogue au pays, au Congo, je pense que la personne qui a bien résumé, qui a bien expliqué ça, c'est Félix Tshisekedi. Il a dit que lors de ces dialogues, ces personnes, ces leaders, entre guillemets, s'il faut les appeler comme ça, ils viennent vous parler des desiderata de la personne qui les a envoyés. Et là, tu sais qu'il a provoqué aussi beaucoup de choses. Ils ne vous parlent pas de leurs propres problèmes. Ils ne vous parlent pas de vos problèmes communs, mais ils vous parlent des problèmes de celui qui les a envoyés. Mais il y a aussi la crise de Mobondo en RDC. Il y a aussi la crise de l'insécurité avec des tueries de part et d'autre. Aujourd'hui, même sur Victoire, en plein milieu de Kinshasa, il y a eu de braquage d'une banque. Et donc, tout ça, c'est une crise quand même. Pourquoi l'opposition est constitutionnelle. Hein? Ce ne sont pas les Congolais qui vont inventer les sciences politiques. L'opposition est constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans un pays démocratique, dans un état de droit? Il y a un président élu qui gouverne le pays avec son équipe. Ils ont un mandat, dans le cas de la RDC, de 5 ans, une fois renouvelable. L'opposition participe à cette gouvernance à travers les critiques, à travers les propositions. C'est ça le rôle de l'opposition. Si elle n'est pas écoutée par ceux qui gouvernent, l'opposition recourt à la rue. La rue est constitutionnelle, c'est-à-dire la capacité de mobiliser de l'opposition à travers des manifestations, par exemple des marches, des sit-ins, etc., prouve que cette opposition a l'adhésion de la population. C'est-à-dire que l'opposition ne parle pas en son nom,
l'opposition a l'ancrage dans la population. Donc, c'est ça l'opposition. L'opposition ne fait pas de dialogue avec ceux qui gouvernent, puisque ceux qui gouvernent, puisque si vous faites les dialogues comme c'était déjà arrivé, les Moïse Katumbi ont déjà participé. Tous ceux qui sont là. Joseph Kabila a participé dans le premier gouvernement lors du premier mandat de Félix Tshisekedi, quand bien même il n'en avait pas le droit, mais il a organisé un stratagème, il a participé au premier gouvernement dirigé par Ilunga Kamba où il avait la majorité. Deuxième phase, Moïse Katumbi a déjà participé. Aujourd'hui, il y a les Mouzito, etc. Toutes ces personnes-là sont des opposants. Donc, ce qui est prévu dans la loi n'est pas le dialogue. Ce qui est prévu dans la loi, c'est que l'opposition puisse jouer son rôle en critiquant et en proposant, et s'il n'est pas écouté, en recourant à la rue. Mais aussi, l'opposition est représentée aussi à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, où vous avez, par exemple, Christian Mondo. Christian Mondo, c'est un chef d'un groupe parlementaire d'opposition. Il n'y a pas longtemps, il y avait Madame Dominique Munongo qui était dans le bureau, le bureau Caméré. C'est-à-dire l'opposition participe à travers l'Assemblée nationale, à travers les assemblées provinciales, à travers les activités quotidiennes, etc. Mais le dialogue n'est pas prévu dans la Constitution. Oui, il faut attendre que l'homme qui est au pouvoir et son équipe arrivent à la fin de leur mandat, puisqu'ils ont été élus démocratiquement, qu'ils arrivent à la fin de leur mandat et que le bal sera ouvert. Il ne faut pas créer des groupes armés. Il ne faut pas faire la rébellion. Il ne faut pas faire des dialogues. Tout ça n'est pas constitutionnel, HK. Donc, même les dialogues, ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. C'est écrit dans quel article? Il faut me montrer un article de alors, donc, il pousse Tshisekedi à violer la Constitution, alors? Oui, puisqu'il faut me montrer un article de la Constitution qui parle du dialogue. Qui dit que quand l'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas, il faut organiser le dialogue. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. Alors, l'opposition, lorsqu'on met en place, vous avez vu HK, lorsqu'on était dans le processus de mise en place d'institutions au niveau du Sénat, ils sont là, ils sont dans le bureau et ils ont leur groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont, même si on refait le nouveau bureau, ils auront toujours un poste dans le bureau. Vous voyez? Donc, c'est réservé comme ça, oui. Oui, ils participent puisque l'Assemblée nationale, c'est l'organe suprême de contrôle du gouvernement. Donc, s'ils ont Christian Mondo aujourd'hui, il peut interpeller un ministre à l'Assemblée nationale. S'il estime que ces ministres-là ne travaillent pas dans l'intérêt de la population, le groupe parlementaire dirigé par Christian Mondo peut interpeller ces ministres-là et ces ministres peuvent même être déchus. Alors, donc, le dialogue n'est pas prévu dans la Constitution. Est-ce que l'Église catholique comprend aussi ça comme ça? Où nous sommes tous en train de naviguer, de tourner autour ou dans l'air. Hein? Est-ce que l'Église catholique comprend aussi des choses de cette manière-là? Que les dialogues, ça ne peut pas se faire puisque ce n'est pas constitutionnel avec les opposants. Ceux qui ont pris, puisqu'ils parlent d'un dialogue inclusif. On va prendre tous ceux qui ont pris des armes contre la République, les institutions légalement établies, pour les insérer dans ces dialogues à l'issue duquel, moi, je pense qu'il y aura un partage. Toi, tu prends ça, tu laisses tomber les armes. Toi, tu prends ça, tu laisses tomber des armes. C'est que Tshisekedi ne fait pas non plus. Mais quand il parle du dialogue inclusif, HK, je venais de te citer les leaders ici. Puisque les leaders ici en RDC, il y a d'un côté Tshisekedi, de l'autre côté Kabila, Fayulu, Katumbi, Mukwege. Même si nous ajoutons des petits leaders, ils ne vont pas faire 10. Ils vont pas faire... Si nous ajoutons des petits leaders, des petits politiciens, comme les Bolodjoa, comme les Seth Kikouni, ils ne vont pas faire 10 personnes. C'est-à-dire, quand on parle du dialogue inclusif, dans un pays de plus de 100 millions de personnes, vous parlez de quoi?
inclusif, ce n'est pas 10 personnes, ou moins de 10 personnes. Puisque même si on prend... ça, c'est aussi très important. Oh, oui, même si on prend HK, si on prend l'ensemble des personnes qui gouvernent le pays, vous avez 500 députés à l'Assemblée nationale, 108 sénateurs, vous avez une cinquantaine de ministres, vous avez 26 gouverneurs, ça fait moins de 1000 personnes. Ce n'est même pas 1% de la population congolaise. Donc, si vous mettez toutes ces personnes-là ensemble dans une salle pour faire les dialogues, et vous appelez ça inclusif, dialogue inclusif, c'est un abus de langage. Et les prêtres, ils ont quand même, c'est des gens qui ont fait quand même des grandes études de droit et des grandes études de littérature. Quand on parle du dialogue inclusif dans un pays où l'ensemble des dirigeants représentent un groupe seulement de moins de 1000 personnes, dans un pays de plus de 100 millions de personnes, ça ne peut pas être inclusif, puisque les étudiants ne seront pas là, les femmes ne seront pas là, donc ce n'est pas inclusif. Donc c'est tout simplement une bêtise qu'il faut bannir totalement. Ouais, ça c'est vrai, puisqu'il faut faire appel ici aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, à toutes les associations, aux étudiants. Donc, et là, ça sera, ils ne pourront même pas atteindre 1% de 120 millions de Congolais. Non, par conséquent, ce n'est pas inclusif. Ce qui est prévu, nous sommes dans un processus démocratique. Il faut laisser la personne qui gouverne et son camp gouverner et à la fin de leur mandat, présenter la nouvelle offre politique. D'accord. Eric, je pense que un autre point, le nom même qu'ils ont donné à leur plateforme. Ils ont créé une nouvelle plateforme. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Eric, toi et moi, c'est le nom de Coutinho Fernando. Toi et moi, nous devons sauver le Congo. C'est le nom, Sauvons le Congo, c'est le nom de le nom de la plateforme de Coutinho Fernando. Non, ils disent ceci. Ouais. Oui. Celui où la plateforme de Coutinho s'appelle Sauvons le Congo. Celle-ci s'appelle Sauvons la RDC. Ce sont des choses différentes. Hein? Attention. Ils disent qu'ici, il s'agit de Sauvons la RDC. Celui de Coutinho, c'est Sauvons le Congo. Mais la RDC n'existe pas. La RDC n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays juridiquement qui s'appelle la RDC. Ça n'existe pas. Donc, c'est la République du Congo. C'est du plagiat. C'est du plagiat, HK. C'est du plagiat. Ça montre des gens qui sont incapables, qui veulent recycler les mêmes figures. On a vu des figures fatiguées, les figures qu'on a vues à Nairobi, des figures fatiguées qui pensent toujours qu'ils sont hantés par les démons que j'appelle les démons léopoldiens, les démons léopoldiens. Donc, ils pensent, puisque Léopoldé, la Belgique, non, pas même la Belgique. Le roi Léopoldé, le roi des Belges, était propriétaire du Congo. Alors, certaines personnes se laissent hanter, se laissent influencer par l'esprit du roi Léopoldé pour penser que le Congo leur appartient. Non, le Congo n'appartient pas à un individu. Donc, tu as fait ton mandat, c'est terminé, tu es parti. Kabila appartient au passé. OK. Kabila appartient au passé, c'est un non-événement. Oui, c'est un non-événement. Alors, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, ces non-événements, et je vois tous les commentaires sur les réseaux sociaux qui vont dans tous les sens, et 95% des Congolais ne sont pas d'accord, dans tout ce que j'ai lu aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec cette histoire de Sauvons la RDC. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, puisqu'ils ont appelé la population à les soutenir, à les rejoindre, et puis chasser la tyrannie, chasser la dictature du pouvoir. Alors, on va voir comment les choses vont se passer. Mais vous revenez dans votre article Grand Journal, vous revenez avec ceci. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça?
En fait, nous avons revisité le style communicationnel de Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Et nous avons identifié 5 techniques qu'il utilise pour pulvériser la scène. Vous vous rendez compte que chaque sortie médiatique de Félix Tshisekedi crée un événement. Chaque mot qu'il emploie crée un événement. Depuis son arrivée. Chaque mot qu'il emploie crée un événement. Oui. Expliquez-nous. Nous avons identifié 5 techniques depuis son arrivée au pouvoir. Rappelle-toi, HK, la première technique. Pour présenter à la population son programme d'urgence qu'on avait appelé le programme des 100 jours. C'est là où Félix Tshisekedi a fait son entrée sur la scène politique en tant qu'orateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la rupture. Parce que qu'est-ce qui s'est passé souvent dans ce genre de choses? Les chefs d'État s'enferment dans leur palais feutré. Ils font soit un discours à partir du palais présidentiel ou soit il fait un discours préenregistré qui sera diffusé par les médias nationaux, notamment la RTNC. Ici, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Félix Tshisekedi, il va à l'échangeur délimité pour faire son discours. Ça, c'est en 2019. Donc, à peine arrivé au pouvoir, en 2019, c'était au mois de mars. Il est arrivé au pouvoir au mois de janvier. 2 mois après, il part à l'échangeur délimité devant la foule. Et là, il confirme sa qualité de grand orateur, d'un communicateur aguerri. Et nous avons identifié la première technique que nous appelons la proximité avec la population. La technique de rupture avec ses prédécesseurs qui nous étaient habitués. Rappelle-toi quand Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, il y a plusieurs semaines qui passent avant qu'il puisse prononcer son discours d'investiture, puisqu'ils étaient en train de l'entraîner, on était en train de faire des enregistrements, des mises en bouche. Des mises en bouche, on supprimait, on enregistrait, etc. Donc, c'est ce qui a justifié que plusieurs jours, plusieurs semaines étaient passées avant qu'il ne puisse prononcer son premier discours. Donc, la première stratégie de Félix Tshisekedi, c'est la proximité. Donc, il descend dans l'arène pour communiquer avec la population. Deuxième technique que nous avons identifiée, nous avons appelé ça la souveraineté diplomatique. Hein? Vous vous rappelez, HK, par exemple, si nous prenons ce qui s'est passé dernièrement, toi avec tes photos. Non, mais c'est ça. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est le jour où il fait son discours. Tu me déstabilises avec tes photos. Allons-y. Hein? Tu vois, si nous prenons par exemple ce qui s'est passé au Global Gateway, ce qui s'est passé récemment en Belgique, j'ai vu des ignorants, des gens qui n'ont aucune notion, qui ne maîtrisent pas la géopolitique, en train de raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé au Global Gateway HK, rappelle-toi, en 1960, le 30 juin 1960, lorsque la Belgique doit donner l'indépendance, il n'y avait que 2 discours qui étaient prévus. Les discours du roi des Belges et les discours du président, le nouveau président de la République, Joseph Kasavubo. Lumumba, qui n'était pas programmé par le protocole, il s'empare du micro et il fait l'improvisation et il prononce un discours qui est resté historique. Mais c'est ce que Félix jusqu'aujourd'hui. On appelle ça en communication politique, on appelle ça changement d'agenda. C'est-à-dire, c'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Il était invité à parler des investissements et de la coopération, mais il inscrit son propre ordre du jour, son propre point à l'ordre du jour qui n'était pas prévu. Il le change, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se conformer à l'ordre établi. Donc, il proclame la souveraineté, on appelle ça
en géopolitique, on appelle ça la souveraineté diplomatique. C'est-à-dire, il ne veut pas se conformer aux normes établies. Au protocole établi. Non, donc, il ne veut pas se conformer. Et c'est ce qu'il a fait avec Emmanuel Macron, en disant à Emmanuel Macron, arrêtez de nous traiter avec condescendance. Vous voyez oui, vous voyez là, Emmanuel Macron. Puisque c'est toi qui parles, et regarde, c'était ici, non? C'était ici. Alors, bon, on avance. Non, je voulais juste t'aider à cette place-là. C'est ça. C'est qu'il a Merci au réalisateur, oui. Oui, ce qui s'est passé au Global Gateway, c'est ce qui s'était passé en mars 2023 à Kinshasa avec Emmanuel Macron, et c'était dans une conférence de presse. C'est-à-dire, il a cette capacité d'improvisation, cette capacité d'improviser, ce qu'on appelle la parole tactique. Il a ça, la parole tactique, c'est-à-dire les changements de narratifs. C'est ça qu'on appelle le changement de narratif. C'est-à-dire qu'il lui apporte ton ordre du jour, lui, il inscrit son ordre du jour différent de l'ordre du jour établi. Et ça change même l'agenda, ça change même dans toutes les pensées des participants. Puisque j'ai vu les talibans de l'Occident qui étaient dans la salle, qui applaudissaient, tu sais ce qu'il dit. Les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, ces mots, ces expressions, ces phrases prennent en otage les réseaux sociaux. Chaque chroniqueur, chaque influenceur, tout le monde veut être le premier à en parler. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle le changement des narratifs. Donc, il bouleverse. Donc, il a une parole tellement puissante, tellement originale, tellement riche que chacun veut être le premier à en parler. Et c'est dans le bus, c'est dans le marché, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les plateaux de télévision. Donc, on a fait même oublier les contenus, les résultats même finaux de cette conférence-là de Global Gateway. Global Gateway, tu vois? Ouais. Et puis, Félix Tshisekedi, il a une autre technique que nous avons identifiée, c'est il a ce qu'on appelle le langage vivant. Le langage vivant qui est contre la langue de bois. Par exemple, il recourt même à la médecine quand il parle de borderline. Par exemple, ça c'est des borderline qu'il emprunte par exemple à la médecine quand il parle d'escarmouche. Ce sont des expressions que les gens aiment employer. Donc, il a enrichi la lexicologie politique. Donc, et aussi, il a employé le terme qui a fait du succès. C'est ce qu'on appelle, je vais le déboulonner. Il a utilisé le déboulonnement. Les déboulonnements. Oui, c'est-à-dire il est venu avec des nouveaux mots dans la lexicologie politique qui méritent d'être étudiés. Donc, Tshisekedi aujourd'hui mérite de faire l'objet des études, les différentes études, les études anthropologiques, les études lexicologiques, les études géopolitiques. Oui. Il mérite toutes ces études-là. Et la dernière technique de Tshisekedi, c'est la critique des normes imposées. C'est une technique que nous avons trouvée. Rappelle-toi à Paris, lorsqu'un journaliste français lui parle de la démocratie, lui dit qu'il n'y a pas la démocratie en Chine ou bien en Russie. Tu sais que Dieu lui demande « Qu'entendez-vous par démocratie ?» Et là, c'est le journaliste qui est appelé à lui poser des questions. Lui improvise maintenant des questions aux journalistes. Qu'entendez-vous par démocratie? C'était formidable. Qu'entendez-vous par démocratie? Les journalistes doivent lui expliquer la démocratie, c'est quoi. et puis il explique à la journaliste que chaque peuple doit inventer sa façon de vivre, sa façon de se gouverner. Et qui suis-je? Puisque les journalistes voulaient avoir son opinion,
s'il y avait la démocratie en Russie ou en Chine, et Tshisekedi lui dit, qui suis-je pour apprécier la démocratie en Chine ou en Russie? Chaque peuple est souverain. Il les refuse les normes établies. Hein? Il refuse les normes établies. C'est un peu comme Thomas Sankara, c'est un peu comme Kadhafi, hein? Thomas Sankara qui arrive à l'Élysée et qui porte les bérets. C'est comme aujourd'hui les jeunes Ibrahim, il arrive, Thomas Sankara qui arrive à l'Élysée en tenue militaire, en béret, et on lui dit qu'il doit être en costume cravate. Il dit non, je rentre à Ouagadougou. Je rentre à Ouagadougou. Le peuple souffre, je ne peux pas mettre le costume cravate. Donc c'est un peu ça, le refus des normes établies, c'est ce qui caractérise Tshisekedi. C'est un grand article, les gens peuvent faire la commande. Il va sortir lundi. Les gens peuvent faire la commande à travers Ashka ou bien à travers notre... Les websites, c'est comment? www.grandjournal.com.au. AU, c'est Australie. Ok, tu peux nous mettre ça dans les commentaires, nous allons mettre ça et les gens peuvent aller lire l'article. Ouais, les gens peuvent aller lire l'article, ils peuvent aussi le commander, nous allons le leur envoyer. C'est un grand article articulé autour de 5 points où on démontre que la parole est devenue, dans une période de combat, Tshisekedi a fait de la parole l'arme de combat. Une mitrailleuse, oui. En tant que diplomate aguerri, en tant que quelqu'un qui prône la non-violence qui est contre la violence, qui est contre la lutte armée, mais il utilise la parole comme une arme de combat et qu'il utilise de manière dans toutes ses exceptions, quoi. C'est très important. Je pense que cette réflexion doit être lue. Allez-y sur www.grandjournal.rdc.au. OK. Donc, vous allez voir ça. Nous allons vous mettre les liens ici. Alors, on évolue avec cet échange. Eric Mwamba, éditeur du Grand Journal basé en Australie, qui est avec nous dans cette émission aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Eric, l'actualité, c'est aussi la signature par les M23, Rwanda, donc le Rwanda, entre parenthèses M23, à Doha, de cet engagement sur l'implication du mécanisme de vérification dans les cessez-le-feu imposés à la RDC et au Rwanda via les M23 au niveau de la région de Grand Lac. Et il semble que les M23 accusent déjà tout de suite et maintenant la RDC en disant que la RDC a violé, puisque hier, on a vu toute la carrière minière sous contrôle du M23 de Mwenga en feu. On accuse les bombardements, on parle de bombardement des forces armées de la RDC dans ça. Comment, en amont, nous signons un accord de cessez-le-feu, en aval, les FARDC continuent à bombarder et récupérer certains villages. Comment vous avez interprété ça? Ça aussi, à Washington, c'est le même jour où Kabila a terminé sa conférence à Nairobi, les investisseurs américains, avec la RDC, les gouvernements congolais, ils ont échangé autour du deal, ils ont signé un certain nombre d'accords, et c'est ça aussi. Mais en attendant, au-delà de tous les deux accords, il y a les deals, accords États-Unis, RDC, États-Unis, Rwanda, et Rwanda, RDC, sur les mécanismes d'intégration économique et régionale qu'on attend toujours. Quelle est votre analyse? Quelle est votre lecture par rapport à tous ces accords qui n'arrivent toujours pas? D'autres sont arrivés, mais tout de suite violés selon les M23. Ashka, moi je pense que il y a deux lectures à faire. Ok. Allez-y.
La première lecture à faire, c'est un point de vue personnel, puisque là, il faut rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe suprême de maintien et d'imposition de la paix dans le monde. C'est-à-dire, maintien, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de trouble, le Conseil de sécurité doit s'assurer que la planète dort et se réveille en paix et que rien ne viendra perturber. Mais lorsque l'ordre public est troublé dans un pays, le Conseil de sécurité, il est de son devoir d'imposer la paix. C'est dans cette perspective-là qu'il y a eu la résolution 2773 du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité. Et cette résolution, je rappelle que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a une valeur de jugement, a une valeur juridique. Mais je rappelle aussi que j'aime bien donner un exemple. Si nous étions dans un tribunal normal et que deux personnes se disputent une parcelle, une personne, le propriétaire de la parcelle va ester en justice l'occupant anarchique. Et le tribunal rend un jugement en faveur du propriétaire de la parcelle en obligeant, en contraignant l'occupant anarchique de quitter, de déguerpir. Mais le propriétaire va s'arranger avec l'occupant pour faire un arrangement à l'amiable. C'est déjà quelque part, de mon point de vue, une erreur de stratégie. Pourquoi? Puisque c'est comme si, puisque les jugements ne sont pas appliqués automatiquement. Puisque je vois certaines personnes qui condamnent les conseils de sécurité de l'ONU. Non. Le conseil de sécurité fonctionne comme dans un tribunal normal où quand vous obtenez un jugement, ce jugement n'est pas automatiquement exécuté. Vous devez aller maintenant au greffe, faire le suivi pour que votre jugement soit appliqué, soit exécuté sur le terrain, notifié, exécuté et que la personne qui occupe anarchiquement votre maison puisse déguerpir. C'est ce qui s'est passé. Le Rwanda, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies obligeait le Rwanda à retirer ses troupes et obligeait les M23 à quitter. Là, à mon point de vue, je pense qu'il y a eu une petite erreur. Ça, c'est la première lecture, puisque je vais donner la deuxième lecture. De mon point de vue, je ne l'aurais pas fait. C'est comme si on a donné le temps au Rwanda de se réorganiser. C'est comme si on lui a donné le temps de Amelamaï. Tu vois, il y avait la possibilité, alors, mais on parlera. Qu'est-ce qui aurait dû, oui. Qu'est-ce qui aurait dû être fait tout de suite? Oui, ça c'est une bonne question. Ce qui aurait dû être fait, c'est de chercher à s'assurer que les conseils de sécurité, puisque rappelle-toi, HK, à cette époque-là, le Rwanda était sanctionné, condamné partout dans le monde entier. C'est-à-dire la diplomatie de Félix Tshisekedi et son gouvernement avait produit des résultats escomptés. Les sanctions tombaient en cascade. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et à la suite de ces sanctions, il y a eu la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Ça, c'est une question cardinale. Il fallait que la RDC fasse le suivi pour que la résolution soit appliquée. Qu'est-ce qui devait se passer après? Si le Rwanda n'obtempère pas, si le M23 n'obtempère pas, la RDC devait, au lieu de signer l'accord de paix avec le Rwanda, la RDC devait maintenant passer à une autre étape, à l'étape supérieure, c'est-à-dire faire des démarches pour avoir une deuxième résolution. Et cette fois-là, ça devrait être la résolution d'imposition. D'utilisation de la force. D'imposition, oui, d'utilisation de la force, le chapitre 7. Et comment ça fonctionne? Là, il faut, puisque cette émission a aussi un caractère pédagogique HK. C'est très important, il y a énormément de personnes qui nous écoutent. C'est très important que nous puissions faire une émission différente des balivernes, des balivernes que les gens racontent. Alors, il faut savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas une armée, n'a pas d'armée, n'a pas de police. Alors, comment il va imposer la paix au cas où le Rwanda et le M23 refusaient d'obtempérer la première résolution
qui était signé qui les enjoignait de quitter. Là, la RDC devait maintenant aller faire continuer sa diplomatie auprès des pays amis. Demander aux pays amis de lui donner des troupes, de donner à la RDC les troupes. Et une fois que les pays amis acceptent de donner les troupes à la RDC va les signifier au Conseil de sécurité. Et ce pays-là va confirmer auprès du Conseil de sécurité que nous sommes prêts à donner des troupes pour aller chasser les terroristes, puisqu'il faut savoir, c'est comme si vous allez signer l'accord de paix avec Boko Haram au Nigeria, ou tous ces terroristes qui sont partout dans le Sahel, etc. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, alors, avec les troupes des pays amis, des pays solidaires à la RDC, le Conseil de sécurité allait maintenant signer une résolution en recourant au chapitre 7 pour aller imposer la paix. Et l'avantage de la RDC, c'est quoi? L'avantage de la RDC, c'est que le Rwanda nie qu'il n'a pas de troupes en RDC. Et par conséquent, l'armée rwandaise ne peut pas combattre à visage découvert. Tu vois? Puisque le Rwanda, en parlant de mesures défensives en jargon sécuritaire signifie que vous avez vos troupes à la frontière, non à l'intérieur d'un pays. Avoir les troupes à l'intérieur d'un pays, même un seul soldat, c'est ce qu'on appelle l'agression. Tu vois, HK. Donc, là, c'était un peu une erreur d'aller signer l'accord. Mais je donne maintenant, ça c'est du côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. Oui. Il y a aussi un côté positif de cet accord. Vous voyez? Allez-y. Le côté positif de cet accord, c'est que on peut signer cet accord comme on l'avait signé, en sachant qu'il n'y aura pas de solution au niveau international, mais pour trouver la solution au niveau interne, puisque le fait d'avoir signé cet accord avait permis, avait créé la calmie. Donc, les troupes du M23 avaient cessé de progresser en faveur de cet accord. Donc, cet accord a permis que le gouvernement congolais se réorganise et puisse résoudre le problème à l'interne, puisque moi, je ne crois pas qu'il y a la solution au niveau international sans l'imposition de la paix, puisque Paul Kagame ne comprend que le langage des armes, ne comprend que le langage de la force. Et là, maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé avec le bombardement le bombardement de cette mine, mais écoutez, c'est légitime de la part de la RDC. Et la RDC, le gouvernement congolais, le président de la République, ils ont l'obligation de restaurer la paix, de restaurer la sécurité, de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Donc, le M23 n'a qu'à foutre à plier bagage. Ils n'ont rien à foutre là-bas. Parce que signer un cessez-le-feu, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme si on reconnaissait que le M23 était devenu un autre État, un autre gouvernement, une autre administration. Hein? Une administration qui est en train de gouverner une autre partie de la RDC. On signe le cessez-le-feu. Quel sera maintenant l'objectif de ce cessez-le-feu-là? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, puisqu'on voit le M23 qui est en train de recruter, qui est en train de former, qui est en train d'installer l'administration et de convoiter même de prendre d'autres territoires, qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, la RDC a bien fait, les FARDC ont bien fait de les frapper et il faut continuer à leur administrer la chicotte. D'accord, donc merci. Alors, Eric, c'est comme si votre connexion maintenant, vous avez beaucoup de choses, des bonnes choses d'ailleurs à nous dire, mais visiblement votre connexion ne nous permet pas. On va essayer encore peut-être 5 minutes pour voir si ça ne s'améliore pas. Nous allons arrêter avec l'émission et nous allons voir ce que nous pouvons faire, peut-être continuer avec une deuxième partie de cette émission demain ou après-demain. Mais il y a aussi beaucoup de questions des Congolais qui disent « Je vais poser la question, je vais poser la question. » Bon, on va voir. Alors,
Mais il y a quelqu'un qui dit le Conseil de sécurité n'a pas une armée, mais que font les militaires de l'ONU, la mission des Nations Unies, mission d'observation des Nations Unies à travers le monde, qui ont même on leur a donné le chapitre 7 pour intervenir en cas de violence extrême. Est-ce que vous ne voyez pas que... Oui. Non, chaque résolution, chaque mission des Nations Unies est créée à la suite d'une résolution. Et chaque résolution est conforme à la réglementation au droit international. Si c'est une mission d'observation, comme c'était le cas, par exemple, de la mission d'observation en RDC, on ne peut pas combattre. Ils ne peuvent pas combattre. Mais ils doivent voir ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle observation et faire le rapport au Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité puisse sanctionner les belligérants. Et les troupes qui sont là viennent toujours des États. Ce sont des troupes qui viennent des États. Rappelez-vous qu'il y a eu les Tanzaniens, les militaires tanzaniens, 13 militaires tanzaniens qui ont été tués à l'Est. Donc, tous les militaires qui sont là, il n'y a pas que les militaires, il y a aussi les policiers, il y a aussi les personnels civils. Donc, toutes ces personnes-là viennent de différents pays, puisque le Conseil de sécurité, l'ONU, n'a pas d'armée. Avec un mandat d'intervention. Avec un mandat spécifique qui peut être changé. Ok. Oui, et chaque fois, pour changer ce mandat-là, il faut signer une nouvelle résolution. D'accord. Alors, nous atterrissons par rapport à cette émission pour cette première phase, une émission importante. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que nous avons dit pour ceux qui nous ont pris en retard, nous résumer l'essentiel de ce que nous avons parlé aujourd'hui? C'est-à-dire, nous revenons à la situation de Nairobi. Vous l'avez traité de fiasco. La situation de Félix Tshisekedi et ses différents narratifs. Et ainsi de suite, nous allons terminer l'émission puisque la connexion ne nous permet pas d'évoluer encore quelques minutes. Alors, le premier point que nous avons abordé, HK, c'est l'aventure de Nairobi, l'aventure de Nairobi que nous avons qualifié de débâcle ou de fiasco. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Nairobi, il n'y avait pas d'opposants. Il y avait d'un côté les kabylistes nostalgiques du FCC qui pensent que la RDC appartient à leur papa Joseph Kabila, qui doit toujours être président. Quand vous regardez même son visage, il a beaucoup vieilli. Hein? Il a beaucoup vieilli avec, à cause du poids de tous ces vieux papas qui pensent que, regardez sous ses yeux. Quand vous regardez sous ses yeux, vous sentez qu'il a énormément vieilli. Donc, à cause de tous ces vieux papas, de ces aventuriers, que je qualifie de kabylistes nostalgiques d'un côté, et de l'autre côté, les suiveurs. Hein? Les suiveurs, les petits politiciens qui n'avaient pas bénéficié du pouvoir de Kabila, qui ne pouvaient pas approcher Kabila quand il était président, mais qui aujourd'hui prennent plaisir à aller se faire se faire photographier à côté de Kabila. Ce sont des Franck Diongo, des petits politiciens comme les Franck Diongo, les Seth Kikouni. Quand je dis petits politiciens, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont des présidents des partis politiques, mais qui a déjà vu le parti politique de Franck Diongo ou bien le parti politique de Seth Kikouni? Qui a déjà vu ces partis-là? Donc, c'est-à-dire que on connaît Seth Kikouni, il fait trop de bruit, ce sont des petits politiciens qui se font instrumentaliser, par exemple, en devenant candidat à la présidence de la République pour donner l'impression qu'il y a la démocratie. Et puis, Franck Diongo a un parti. Franck Diongo a un parti. Il n'y a que lui qui est connu dans ce parti. Il n'a jamais eu un chef de rue. Il n'a jamais eu un député provincial ou un conseiller communal. Il n'y a que lui. Mais tu as déjà vu, tu connais, est-ce que tu connais, Seth Kikouni a aussi un parti politique
Est-ce que tu connais le secrétaire général du parti politique de Seth Kikuni? Non, Seth Kikuni, d'ailleurs, même quand il était candidat président, il a battu sa campagne sur les réseaux sociaux. Même sur le boulevard. Est-ce que tu connais le secrétaire général de son ça. parti? Et puis le nom de son parti. Et puis le nom de son parti s'appelle Piste. Piste. Hein? Alors que nous cherchons des leaders qui apportent des solutions, mais Seth Kikuni nous apporte la piste. C'est-à-dire la piste, c'est une voie, hein? C'est un filon que vous pouvez suivre pour arriver à votre objectif, tout comme vous pouvez être perdu en cours de route en empruntant une piste. Le parti de cette le nom du parti de Franck, c'est aujourd'hui que j'apprends ça. Son nom, oui. le nom de son parti, c'est Piste. Ça, c'est le parti le parti de Seth Kikuni s'appelle Piste. Donc, or, une piste peut vous amener à l'objectif, tout comme ça peut vous perdre. Vous pouvez être perdu en cours de route. Mais regardez quelque chose. Hein. Sur la liste de 12 personnes qui ont signé, vous verrez que sur ces documents, les 3 derniers noms-là, c'est une seule personne qui a signé. Une même personne qui a signé. Donc, c'est Seth Kikuni qui commence. Il signe pour la deuxième personne. Il signe pour la 3e personne. Il y avait sûrement carence de gens. HK, pour conclure, hein, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut se poser la question de savoir dans ces duels qui opposent Félix Tshisekedi à Joseph Kabila, qui l'emportera. Ouais. Qui emportera ces duels ici? Est-ce que c'est Kabila? C'est Kabila sur Tshisekedi avant, comme ils disent, peut-être décembre ou avant juin 2026, où Tshisekedi continuera à pousser les pions et à marquer ses points sur Kabila. Comment vous trouvez l'issue? Alors, pour répondre à cette question, il faut regarder le rapport de force sur le terrain. Au niveau des rapports de force, hein, tu verras que Félix Tshisekedi, c'est un président légal et légitime. Donc, il est issu des élections de 2023, élu avec une écrasante majorité, même si c'est tout à fait normal, il est contesté par un certain groupuscule, c'est normal dans toutes les élections. On a vu ça aux États-Unis. On a vu aux États-Unis même les partisans de Donald Trump qui vont s'en prendre au Capitole, mais ça n'a pas empêché Joe Biden de diriger et de faire la remise et reprise après. Donc, Félix Tshisekedi, il a cette légitimité et cette légalité. Donc, c'est lui qui représente la République démocratique du Congo. Et au niveau du parti politique, il a un parti structuré, l'UDPS, qui est aujourd'hui la première force politique au Parlement. Donc, il y a la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au niveau de la popularité, donc au niveau de l'ancrage, hein, Félix Tshisekedi est populaire à Kinshasa. Donc, il est populaire dans la capitale, il est populaire au centre et il est populaire à l'Est où les gens espèrent, donc les populations de l'Est comptent sur lui pour ramener la paix, puisque la population de l'Est refuse la balkanisation, refuse d'être inféodée, refuse d'être assujettie par le Rwanda. Donc, il compte sur Félix Tshisekedi. Il faut savoir que dans la cartographie électorale de la RDC, l'Est est la partie qui a le plus d'électeurs. Donc, l'Est de la RDC compte sur Félix Tshisekedi pour le retour de la paix. Il est le chef de l'armée, il est le chef de la police, il contrôle aussi la justice en tant que magistrat suprême. Vous voyez, ça, ce sont les atouts de Félix Tshisekedi. Au niveau international, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas bicéphacélisme au niveau de la diplomatie au niveau international, que ce soit au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union européenne. Le seul président de la RDC qui est reconnu, c'est Félix Tshisekedi au niveau international. Par conséquent, si je le mets dans la balance,
il peserait 80 kilos, pendant qu'il y a les 20 kilos qui restent, qui seront partagés entre tous ces aventuriers, tous ces aventuriers, cet agglomérat, comme Mosé Laurent disait, Kabila l'avait appelé de tous bords et de tous poils, ils vont se partager les 20%. Donc, ce qu'ils appellent l'opposition armée, l'opposition politique, ainsi de suite, ils vont se partager les 20%. Maintenant, si nous prenons Joseph Kabila, il agit dans les coulisses, c'est-à-dire qu'il n'a pas la légitimité ni la légalité d'agir, puisque l'opposition étant réglementée par la Constitution, Joseph Kabila, son parti, le PPRD, n'ayant pas participé aux élections de 2023, ils ne sont pas représentés ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Vous voyez, par conséquent... Ils ne sont pas reconnus, reconnus comme opposants. Non, ce sont des contestateurs de la rue, ils ne sont pas, comme tout le monde. Non, ils ne sont pas reconnus comme opposants, puisque pour être reconnu comme opposant, il faut être représenté à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils n'ont pas participé aux élections de 2023. Ça, c'est un. De deux, au niveau de l'ancrage populaire, le PPRD n'existe pas à l'Équateur, au centre et même à l'Est. Donc, le PPRD sur l'ensemble du territoire national, le PPRD n'a pas d'ancrage. Pourquoi? Puisque c'est un parti créé au pouvoir. Donc, tout parti, les spécialistes des sciences politiques le savent, que tout parti créé pendant que son géniteur exerçait le pouvoir, ce parti-là n'a pas d'ancrage dans la population, tout simplement puisque les gens suivaient pour avoir des postes. Une fois que les géniteurs du parti politique a perdu l'impérium, tous ces gens qui suivaient, ils quittent. Et généralement, ce n'est pas la masse, ce sont les cadres. C'est un parti des cadres qui n'étaient là que pour avoir des postes. Et comme il n'y a plus la possibilité d'avoir les postes, ils quittent. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas ce qu'on appelle la transhumance. Ce qu'on appelle au Congo la transhumance politique, c'est un abus de langage. C'est des gens qui étaient là et qui n'avaient pas suivi l'idéologie, qui n'avaient pas suivi un projet de société, qui n'avaient pas suivi une vision, mais qui étaient là tout simplement puisqu'ils voulaient profiter de prébendes, ils voulaient être nommés à des postes de responsabilité. Donc, si nous prenons cet angle-là, Joseph Kabila ne représente rien dans l'opinion. Deuxième chose, le bilan de Joseph Kabila. Rappelez-vous les conditions dans lesquelles Joseph Kabila est parti du pouvoir. Les gens semblent oublier. Donc, le bilan de Joseph Kabila était catastrophique sur le plan, par exemple, des droits humains. Bundu Congo, Kamwina Sapou, ainsi de suite, ainsi de suite. Les différents mouvements rebelles, les CNDP... Et les Mounzaya à l'Équateur, il y a eu des fausses communes de Maluku et beaucoup de... les fausses communes, l'affaire Tchebeya et les différentes affaires, Arma Tungulu, toutes ces affaires au niveau des droits de l'homme. Il y a eu même des experts des Nations Unies qui sont morts en allant enquêter sur Kamwena Sapou, etc. Donc, toutes ces affaires-là, aussi la corruption à outrance sur le plan... Joseph Kabila n'a pas... J'étais dernièrement dans un panel de gens qui se disent des Katangais, mais quand vous prenez l'université de Lubumbashi, l'université des références, l'université de Lubumbashi, on n'a même pas acheté un livre. Nous avons perdu. Oui. Eric. Oui, Eric, nous avons perdu. La connexion n'est pas bonne. Votre connexion n'est pas bonne. Peut-être en attendant, je peux résumer ce que vous venez de dire, que sur le plan de droits humains, Joseph Kabila est loin de ce que Tshisekedi est en train de faire. Et par moments, moi, j'ai l'impression que plus Kabila sort, plus il rend Tshisekedi star d'une manière ou d'une autre. Puisque quand il tente de parler de la dictature, les gens tout de suite reviennent à Kabila pour dire, mais lui, il veut donner des leçons de la démocratie à Tshisekedi. Il parle peut-être des infrastructures. Tout de suite, les gens ont le réflexe de comparer ce qu'il a fait et ce que Tshisekedi est en train de faire. Donc, je comprends que Kabila est en train de façonner aussi Tshisekedi sans le savoir.
Je ne sais pas si vous avez compris ma réflexion dans ce sens-là. Oui, ça c'est un argument de taille, puisque quand tu regardes les différents chefs d'État qui ont quitté le pouvoir, les chefs d'État des références, par exemple en Afrique, Léopold Sédar Senghor, quand il a quitté le pouvoir, il était remplacé. Nous avons perdu, Eric. Eric, vous êtes là? Est-ce que la connexion aujourd'hui n'était pas bonne? Je ne sais pas. Oui, allez-y. Alors, je disais que l'argument, c'est un argument de taille, puisque quand tu regardes les grands présidents africains comme l'ancien président Léopold Sédar Senghor, quand il a quitté le pouvoir, il a quitté le Sénégal. Donc, lui, comme il était un homme de lettres, il est rentré en France pour se consacrer à ses activités académiques. Quand tu prends le cas, par exemple, de Nelson Mandela, quand il a quitté le pouvoir, il était tellement grand qu'il s'est dit, il quitte l'Afrique du Sud, puisque sa présence en Afrique du Sud risquait de porter ombrage au nouveau président. Tu vois? Donc... on vous a perdu. On vous a perdu. On vous a perdu. Oui, reprenez alors. Maintenant, ça va. Je pense que ça va. Oui, je disais que les grands présidents, quand ils quittent le pouvoir, dans la plupart des cas, ils quittent même le pays. C'était le cas de Léopold Sédar Senghor, qui laisse le pouvoir à Abdou Diouf et puis qui quitte, il va faire ses activités scientifiques en France. Et même Abdou Diouf, quand il a quitté le pouvoir, il est allé créer un cabinet de consultants à Dubaï, par exemple. Nelson Mandela, quand il a quitté le pouvoir, il faisait plus des activités personnelles au niveau de son village et au niveau de l'étranger. Donc, la faute de Joseph Kabila, c'est d'avoir quitté le pouvoir avec toute une loi qui le protégeait, qui le sécurisait, mais de se laisser instrumentaliser par ce que j'appelle les nostalgiques et qui tentent toujours de revenir dans l'arène du pouvoir alors qu'il a un bilan catastrophique. Qui ne lui permet même pas, s'il y avait élection aujourd'hui, il ne peut pas être réélu à cause de son bilan très négatif, puisqu'il était même, il était chassé du pouvoir. Tu vois? Ouais. Moïse Katumbi, j'essaie un peu d'analyser, de passer en revue tous les leaders. Moïse Katumbi a créé un parti politique qui est un parti de cadres aussi, qui n'est pas un parti de masse, qui a du mal à s'implanter. Martin Fayulu, c'est la même chose. Il a bénéficié de l'aura de Genève, de candidat unique, mais il n'a pas tiré profit pour implanter son parti politique, les idées. Denis Mukwege n'a pas de parti politique, c'est-à-dire l'opposition aura du mal à se mettre ensemble à partir du moment où ils ont des intérêts divergents. Chacun veut utiliser la politique pour d'autres causes qui ne sont pas nécessairement l'intérêt de la population. C'est pour cela que Félix Tshisekedi dit que tous ces émissaires des agresseurs, tous ces émissaires des ennemis du Congo, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour parler des intérêts de la population congolaise, mais ils viennent parler de leurs propres problèmes. Kabila, l'atout de Kabila aujourd'hui, c'est quoi? Il a la capacité d'agir en sourdine, c'est-à-dire il a encore quelques fidèles, quelques complices dans l'armée et les services de sécurité, et il a la capacité aussi d'influer dans les médias. Ils ont créé des petits médias, là, des petites chaînes de télévision qui pilulent comme des champignons à Kinshasa. Ce sont eux qui ont créé. L'erreur du régime de Félix Tshisekedi, c'est ça aussi. Sur le plan médiatique, par exemple, le régime de Félix Tshisekedi n'a pas compris l'importance de créer des médias ou de soutenir des médias, des plateformes comme HK et bien d'autres qui sont nombreuses, qui font du travail. Par exemple, HK, je vais vous dire que Félix Tshisekedi a construit 5 grandes universités sur l'ensemble du territoire national. 5 grandes universités. L'université de Mbujimai qui vient d'être inaugurée, il y a l'université de Bunia, de Maniema qui seront inaugurées, Kananga, etc.
Alors que pendant les 18 ans de Joseph Kabila, l'université de Lubumbashi, on n'a même pas acheté un livre. Les gens que je parle sous le contrôle des professeurs, j'ai beaucoup d'amis professeurs. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, on n'a même pas acheté un livre. Vous savez qu'à l'université de Lubumbashi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de toilettes. Les étudiants utilisent ce qu'on appelle ligne 11 pour aller faire le besoin avec les risques d'être mordus par les serpents. Ça, ils font des toilettes en brousse. En brousse, oui. Avec les risques d'être mordus par les serpents. Ce n'était pas seulement l'université de Non, ce n'est pas seulement l'université de Lubumbashi. L'université de Kinshasa aussi, il y a aussi Homme 40, n'oubliez pas. Hein? Oui. Avec le risque, avec les risques pour les filles d'être violées ou d'être mordues par les serpents. Ça, c'est le bilan de 18 ans. Vous avez des écoles de référence à Lubumbashi. Hein? Vous avez les écoles de référence à Lubumbashi comme le lycée Twendelei, par exemple, où les murs aujourd'hui, les murs du lycée Twendelei aujourd'hui sont lézardés. Il n'y a pas de toilettes. Vous voyez, ça, c'est les bilans. Ça, c'est les bilans. Je suivais un aventurier là, récemment, un aventurier, Delis Esanga, dans une émission là à Kinshasa, de Bossolo en politique. On lui demande, est-ce que vous pouvez citer une seule bonne chose de Félix Tshisekedi? On lui donne 5 minutes et pendant les 5 minutes, il dit que non, c'est une question difficile, il ne voit rien. Mais la gratuité de l'enseignement, HK, la gratuité de l'enseignement, qui a permis à des millions d'enfants d'aller à l'école. Vous savez que l'alphabétisation fait partie des critères dans le baromètre socio-économique qui sont pris en compte pour classer les États dans le monde. Donc, Delis Esanga, il dit qu'il n'a rien vu, alors que le parti de Delis Esanga s'appelle l'Envol. L'Envol, c'est, hein, tu vois, vous pouvez vous être suspendu à l'heure là, et puis vous tombez, et puis vous vous cassez. Ah, donc lui n'a pas trouvé, il n'a rien trouvé. On lui donne 5 minutes, il dit non, il n'a rien trouvé. Donc lui, il ne voit pas la gratuité de l'enseignement. Mais lui, lors des élections, il va aller prendre l'argent chez Moïse Katumbi pour ne plus être candidat, pour soutenir Moïse Katumbi. Lui qui dit que c'est un avocat, célèbre avocat, il a étudié le droit, mais il va se mettre derrière Moïse Katumbi. Sur base de quoi? Sur base de quelle idéologie? Donc, les opposants auront du mal. Les opposants auront du mal à s'organiser, mais le camp de Félix Tshisekedi aujourd'hui aussi, ils ont un certain nombre de choses qu'ils doivent corriger dans la gouvernance, par exemple, et ils doivent aussi par exemple, on n'a pas une politique communicationnelle nationale, tu vois? Donc, on n'a pas une politique. Le président, quand il a pris le pouvoir, il a promis de soutenir les médias. Mais le gouvernement n'a pas été en mesure d'élaborer, puisque le président de la République, il promet dans son projet de société. Ce n'est pas lui qui doit le faire. C'est comme je veux parler du cas du génocide HK. Ce n'est pas puisqu'un président de la République fait un discours, puisque j'ai vu aussi beaucoup de gens qui avaient beaucoup critiqué Boulos quand il avait parlé du génocide, mais il faut savoir que le génocide est un crime. Je faisais partie de ces gens-là. Tu faisais partie des gens qui ont critiqué Boulos, mais il faut savoir que le président de la République, il joue son rôle en tant que diplomate. Il va aux Nations Unies, il fait un discours. Il interpelle la communauté internationale, il fait le lobbying. Mais il appartient au gouvernement HK, puisque pour que le génocide soit reconnu, là, je reviens encore dans le caractère pédagogique de notre émission. Ce n'est pas puisqu'un président de la République fait des discours dans des forums internationaux que le génocide qui fait partie des crimes graves sera reconnu. Il y a 3 institutions qui sont habilitées à reconnaître les crimes de génocide. La première, c'est la Cour pénale internationale. Avant même la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice.
Ok. Cour internationale de justice, deuxième, Cour pénale internationale, et troisième, ce sont les tribunaux pénaux spéciaux qui sont créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies de manière temporaire. Ce sont ces trois institutions qui doivent reconnaître. Donc, il appartient au gouvernement congolais. Lorsque le président, c'est dans sa politique générale, en tant que président de la République, mais il appartient au gouvernement de déclencher les mécanismes, d'appuyer les mécanismes. Hein? Par exemple, pour saisir soit la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale, ou d'exiger la création d'un tribunal pénal international, un tribunal spécial pénal pour la RDC. Vous verrez que les crimes de génocide n'ont pas été beaucoup reconnus dans le monde. Il y a 3 cas seulement où ces crimes ont été reconnus. Donc, ce sont des choses que le gouvernement congolais doit faire pour améliorer sa façon de faire les choses. Mais si je dois conclure, en termes de poids politique, si je dois mettre dans la balance tous ces leaders politiques qu'on a énumérés, Tshisekedi, Kabila, Katumbi, Mukwege, Martin Fayulu, il n'y a pas photo, quoi. Non, tu sais, non. Les Sesanga, les Seth Kikuni et les Franck Diongo, le Bolo, sont des petits politiciens. On ne les compte pas. Ouais. On ne les compte pas. Ce sont des petits politiciens puisque il faut compter sur base de l'ancrage dans la population. Oui. L'ancrage aussi dans la population. Et puis HK, Seth Kikuni, il dit qu'il est un homme d'affaires. Son entreprise est où? Tu as déjà vu l'entreprise de Seth Kikuni? Non, mais il a une boutique sur boulevard, là, où il vend des... à la galerie présidentielle, je pense. Il a créé combien d'emplois? Son entreprise a créé combien d'emplois? Ah, là, je ne sais pas. Il y a un vendeur, il y a... alors que moi, j'ai créé d'emplois, j'en ai quand même une 30aine ou 40aine qui sont... Alors, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Eric Mwamba. C'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mais HK, s'il te plaît. HK, s'il te plaît, le Kenya. Comment réduire l'influence négative du Kenya sur la RDC? Ça, c'est aussi... oui, ça c'est très important. Ça, c'est très important. Le Kenya a une banque au Congo qui s'appelle Equity. Encore une information à caractère pédagogique. En 2019, ils ont acheté la banque à 95 millions de dollars américains. Aujourd'hui, allez vérifier, leur chiffre d'affaires en RDC est de 5-6 milliards de dollars par an. Il faut ravir... Donc, de 95 millions à 5 milliards. 5-6 milliards de dollars aujourd'hui. Pas possible. Donc, il faut ravir, puisque cette banque appartient à l'État congolais, il faut ravir cette banque. Pour corriger Ruto, il faut ravir cette banque, c'est fini. Ruto va devenir normal puisque les Kenyans vont manifester. Puisqu'il faut savoir que la banque Equity crée au moins 100 000 emplois au Kenya. 100 000 emplois. Donc, il suffit qu'on ravisse la banque. Il y a 100 000. Vous savez, quand vous avez 100 000 emplois, si vous tenez compte du fait que dans chaque famille africaine, il y a au moins 10 personnes. Donc, ça vous fait 10 millions de personnes. Ça va être un chaos. J'ai suivi 10 millions de personnes. Il y a des agents qui m'ont appelé qu'il y a des postes que les Congolais ne peuvent pas utiliser ici, en RDC. Ils envoient des gens d'abord à Nairobi et vous apprenez l'anglais. Et tous ceux qui les dirigent à Kinshasa sont des Kenyans. Eux sont seulement au guichet. Et leurs salaires sont payés au Kenya. Et vous savez qu'ils ne payent pas les impôts au Congo, ils payent les impôts au Kenya. Puisque quand il y a la loi sur la double imposition, ils ne peuvent pas payer au Kenya et au Congo.
Et comme ils ont opté pour le paiement de leur salaire au Kenya, donc ils payent leurs impôts au Kenya. Donc ils ne payent. C'est comme si chaque année, les Congolais remettent 5 milliards de dollars comme cadeau au Kenya. Et ils organisent ils organisent leur pays comme base arrière pour nous attaquer. Non, il faut ravir la banque. C'est notre banque. C'est la banque congolaise. La BCDC, il y a aussi, la RDC. Non seulement la BCDC qui nous appartient, il y a aussi la compagnie kenyane, Kenya Airways. Est-ce que nous pouvons... Il y a beaucoup de clients, il faut interdire Kenya Airways, ravir Equity, pour que Ruto comprenne qu'il n'a pas intérêt à attaquer le Congo. Et ils ont une compagnie de télécommunications, je crois, ils doivent être entre RTL ou quelque chose comme ça. J'ai suivi un dossier comme ça. Ils sont dans ça. Ils sont dans beaucoup de choses ici. Alors, et nous leur donnons gracieusement ces avantages pendant qu'ils nous font du mal derrière le dos. Merci, Eric Mamba. Il faut des mesures de rétorsion économique. Il faut des mesures de rétorsion économique sur les Kenyans. Et les Kenyans vont marcher contre Ruto, puisque les Kenyans ne l'aiment pas. Ce n'est pas un président populaire. Ruto n'est pas populaire au Kenya. Non, il y a trop de chômage, il y a trop de pauvreté au Kenya. Il ne faut pas voir les buildings géants qui sont à Nairobi. Dans la plupart des cas, ce sont des buildings internationaux. Au Kenya, il y a trop de pauvreté, il y a trop de chômage. Donc, prendre des mesures de rétorsion économique, le pouvoir de Ruto va tomber puisque la population ne l'aime pas. Ouais, merci, merci beaucoup. Ruto qui a donné, qui accueille tous ceux qui veulent faire du mal à la RDC, à tout le monde. Même si toi aujourd'hui, tu veux créer ton mouvement armé, mouvement de l'opposition, tu peux créer ça ici en RDC. Mais mouvement armé, tu peux aller chez Ruto, il t'accueille, installe-toi, organise-toi, va faire la guerre en RDC, tu as mon soutien. Et ça, je ne sais pas comment les gouvernements congolais s'habituent avec ce genre de relations, puisque moi, ça me dépasse, je n'ai pas de solution à ça. Merci, Eric Mamba. S'il n'y a pas autre chose, merci. Je vous dis merci. Nous avons été très nombreux à suivre cette émission. Alors, je vous retrouve très prochainement pour aborder les mêmes sujets. Nous allons voir peut-être 100 premiers jours de Sauvons la RDC. Nous allons voir comment ça va se passer. Même au lieu de 100 premiers jours, on peut faire un mois, 30 jours après. Où en sommes-nous? Merci Eric et toutes les bonnes choses en Australie. Merci HK et au revoir à toute la communauté HK Today. Merci, merci beaucoup. Chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Vous l'avez suivi et si vous l'avez aimé, je vous demande de ne pas quitter sans nous laisser un like. Laissez-nous un like, ça nous fera du bien, ça va protéger cette émission. Et commentez aussi par rapport aux analyses d'Eric que vous avez toujours suivies et il nous a manqué, je crois, 3 ou 6 mois même. Il n'a toujours pas été de retour. Aujourd'hui, il est là, il est présent, il accepte, selon sa disponibilité, d'être toujours avec nous. Commentez l'émission, dites-nous ce que vous pensez par rapport à tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Mais je vous encourage également de partager l'émission. Si vous n'êtes pas encore notre partenaire, ne quittez pas. Avant de quitter, laissez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne et vous deviendrez notre partenaire. Merci à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous et à demain. Au revoir. De la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous.
Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, nous sommes, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies. Ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévus dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.